Chaque chose qui peut paraître anodine nous rappelle à nous les souvenirs de la Shoah. Quand on voit un train de marchandises qui peut paraître anodin, pour moi c'est encore terrible, 60 ans après, de voir un train de marchandises. Parce que ça évoque des choses effroyables. Et puis aussi, on se dit, nous avons survécu, mais pourquoi tant de Juifs sont morts et nous sommes là? Mais cette question n'aura jamais de réponse. Nous sommes là. Mais si nous sommes là, justement, nous avons le devoir de témoigner pour tous ceux qui ne sont pas là. Pour nos parents, nos amis, nos oncles, nos tantes, pour certains qui ont perdu des familles entières, nous devons absolument le faire. Et le livre que vous voyez, l'exposition que vous voyez, c'est notre travail de mémoire, c'est un devoir que nous avons envers tous ceux qui ne sont plus là. Alors, au sein de notre association, nous continuons, comme l'a dit Serge Klarsfeld tout à l'heure, à chercher, parce qu'effectivement, il est temps de le faire. On peut encore le faire, mais dans 20 ans, dans 25 ans, 30 ans, il n'y aura plus aucun témoin qui pourra dire « j'ai vécu, j'ai vu cela ». Il n'y en aura plus, nous ne serons plus là. Au sein de notre association, justement, nous, à travers des expositions, à travers le livre, à travers le CD-ROM que vous avez vu tout à l'heure, nous faisons notre travail de mémoire. Mais nous faisons notre travail pour que ceux qui sont revenus, dont on va vous parler tout à l'heure, puisque nous avons la chance d'avoir encore parmi nous
quelques survivants. Quand ils sont entrés, ils ont dit un seul mot, tous, plus jamais ça. Et on voudrait que malgré d'autres génocides qui se produisent au Rwanda, en Bosnie ou ailleurs, qui n'ont pas du tout la même ampleur que ce que nous avons vécu, mais qui montrent que ce que disait Bertolt Brecht, que la bête qui est dans le n'est pas encore morte, la bête du malheur n'est pas encore morte. Donc il faut absolument, absolument que tant que nous pouvons, nous faisons ce travail de mémoire pour éviter que les négationnistes, comme l'a dit Serge Klarsfeld ou d'autres, ils ont mis ce qui est arrivé. Je vous remercie. Alors maintenant, je vais laisser la parole à notre coordinateur, Antoine Mercier, qu'on a embarqué dans cette histoire, on va dire, et qui a eu un regard extérieur, mais je pense qu'il vous le transmettra. Il y a mis tout son cœur et maintenant il fait un peu partie de notre famille. Merci beaucoup, merci Alexandre, mesdames, messieurs. Je vais être très bref parce qu'il est déjà tard et je suis, comme l'a dit Alexandre, un peu extérieur à cette histoire, par la force des choses, si je puis dire. Mais ça m'a permis de vraiment ressentir, de vous dire aujourd'hui l'importance de ce travail quand on le reçoit de l'extérieur. Comme moi qui ai pu lire ces témoignages, les remettre un tout petit peu en forme, participer à l'élaboration de ce livre, j'étais vraiment enrichi magnifiquement, à la fois sur la connaissance que je pouvais avoir de la chose, et aussi humainement, dans ce travail de mémoire que Daniel Bancier a si bien décrit, la façon dont les choses ont été extirpées. Il y a trois grandes choses qui m'ont vraiment frappé, je voudrais juste vous restituer aujourd'hui. Comme vous le verrez peut-être, le livre est composé en trois parties. Il y a une partie sur l'avant-guerre, tous ceux qui ne sont pas revenus, une partie ensuite sur des enfants de ceux qui sont revenus, et puis les témoignages d'Auschwitz, proprement dit, pour ceux qui sont encore les survivants, notamment celui de M. Schmitz. La première chose, donc, c'est l'avant-guerre. Comment, j'avais une phrase de Hannah Arendt qui fait Florès, on entend souvent la banalité du mal. Comment cette chose-là a pu se produire? Remontons l'histoire en avant, mettons-nous à la place de tous ces juifs qui étaient venus de l'Est, souvent de Pologne, qui étaient venus s'installer, qui avaient commencé à une activité professionnelle, les choses étaient un petit peu arrangées, qui s'intégraient, qui avaient cette volonté d'intégration si forte et surprenante dans ce beau pays de France, dont ils étaient véritablement, dont ils étaient désireux d'épouser vraiment la nationalité, au point que tout le monde demandait précisément cette nationalité. Comment est-ce que les choses, dans ces conditions-là, ont pu se passer? Comment les choses ont pu venir? Et c'est sidérant, franchement, au sens propre, de voir comment il était absolument impossible d'imaginer que progressivement, c'est ça le mot, je crois, clé, que progressivement l'engrenage se soit mis en route. Que depuis les mesures anti-juives, jusqu'à cette fameuse convocation du 14 mai 1941, le commissariat qui convoque les gens, on n'a rien à se reprocher, on y va. Comment ensuite, ça piquait dire au Baudelaire Hollande, cette confiance se maintenait malgré tout, il y avait encore l'idée, c'est dur, on maltraite, mais nous sommes encore là, nous continuons, nous attendons que la guerre se termine. Comment, même en mettant les pieds dans les wagons d'Auschwitz, un certain nombre de déportés, je pense peut-être la plupart, ne pouvaient pas encore penser ce qui allait arriver et imaginaient qu'on les amenait travailler un peu plus vers l'Est. Et c'était, comme l'écrit M. Schmitz dans son témoignage, seulement dans ce train, dans ce convoi, et puis bien sûr après l'arrivée, lorsque ces portes s'ouvraient et qu'on tombait dans un univers absolument inimaginable. Comment donc tout ce processus a été rendu possible, je dirais, petit à petit, donc sans qu'on puisse le voir. Et aujourd'hui, ça fait une leçon terrible, parce qu'on se dit, après tout, quelque chose qui n'a pas été vu peut encore ne pas être vu. Comment faire en sorte pour que
précisément quelque chose puisse être utile et autour de cette fameuse phrase centrale que les portées que j'avais ça. C'est, je crois, pas si facile que ça de penser que la leçon a été complètement tirée. La deuxième chose que je voulais dire, c'est la façon dont les déportés, ceux qui sont revenus, la façon dont ils étaient différents des autres, quand ils ont les difficultés qu'ils ont pu avoir à se réacclimater, l'impossibilité qu'il y avait de revivre après avoir vécu cette expérience. Ça, c'est très frappant parce qu'on se dit, ils ont eu la chance de revenir, bien sûr, ils ont eu la chance de revenir, de voir leur famille, mais ils n'étaient plus de la même. Il y avait quelque chose qui manquait parce qu'ils étaient passés à travers une expérience d'inhumanité. Et pour un homme, passer à travers une expérience d'inhumanité, d'une certaine façon, ça laisse des traces sur sa propre humanité. Et ça, c'est aussi un témoignage où je crois qu'il passe dans les différents témoignages et qui m'a tout à fait frappé comment il était impossible de continuer à être comme tout le monde absolument après avoir vécu cette expérience. Et puis bien sûr, la troisième chose, c'est ce travail de mémoire. Moi j'étais surpris de voir qu'une grande majorité des personnes de l'association n'avaient pas parlé de cette déportation jusqu'aux années récentes. Comment la chose a été tue pour des raisons X ou Y, surtout parce qu'on ne voulait pas embêter les enfants, on ne voulait pas transmettre quelque chose de négatif, parce qu'on voulait être positif, etc. Et comment toute cette mémoire enfouie, difficile à dire aussi parce que parfois la mémoire n'est pas bien reçue par l'extérieur, comment tout cela est revenu de ces dernières années, et la façon dont aujourd'hui, je pense, elle a pu être un tout petit peu mise à distance, c'est-à-dire dans ce livre, que peut-être le travail de mémoire a aussi cette utilité, c'est que pour ceux qui vivent avec cette mémoire douloureuse, il y a peut-être une façon de surmonter, et de surmonter sans oublier, parce que c'est ça le problème. On surmonte l'épreuve en la mettant un petit peu à distance, mais en même temps est inscrite dans ce livre. J'espère avoir participé en partie, je suis très fier de ça, de ce travail qui peut-être, encore une fois, permettra, avec tous les autres travaux de cet ordre-là, finalement de préserver l'histoire. Et préserver l'histoire de ces catastrophes-là, je crois que c'est uniquement en gardant la mémoire de cela et en pensant que, d'une certaine façon, aujourd'hui, tout peut être à nouveau, peut-être, reprendre, et donc il faut conserver cette vigilance absolue par cette mémoire, sans oublier absolument ce qui s'est produit. Parce que sinon, nous perdrions le sens de ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas venir. On ne le voit pas venir. Si on l'oublie, on ne le verra plus venir. Donc je crois que c'était cela qui était, pour moi, l'enrichissement extraordinaire que j'ai pu recevoir, grâce à vous, grâce à tous ceux qui ont travaillé pour l'association, notamment Daniel Mancé, je vous remercie particulièrement. Et je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont fait confiance. Vous avez les sons là-dedans, non? Vous n'avez pas les sons là-dedans. Ah bon. Ces propos très émouvants, on va rentrer dans une partie encore plus à fleur de peau, car nous avons sur cette estrade des personnes qui faisaient partie du convoicisme, dont les parents faisaient partie du convoicisme, qui ont connu des fortunes différentes, qui sont revenus, d'autres pas. Je voudrais tout d'abord laisser la parole à un monsieur qui est, on va dire, un cas particulier, qui est M. Fragerman, parce qu'il a été à Pithiviers, et il a été et Bolnar-Rolande, et il a été l'un des rares à s'être enfui quand même. Donc il fait partie de notre grande famille du convoicisme, même si son nez échappait un petit peu avant, et il va vous raconter un petit peu quelles étaient les conditions de vie à Beaune et à Pithiviers, et certainement la façon dont il s'est enfui. Je me jette ce canon. Oui, était destiné probablement
programmé, je ne sais pas, à partir avec le convoi 6, comme tous mes amis de la Matelote, qui était une ferme de la Sologne, et comme eux, à finir mes jours comme eux. J'aurais d'ailleurs retrouvé d'abord mon père, qu'un des rescapés, M. Clark, a rencontré et qui, à la Libération, m'a raconté ce qui s'y passait. J'ai réussi, avec beaucoup de chance et beaucoup d'ennui, à passer en zone libre. J'ai mis 1 mois pour partir de la Matelote et pour arriver finalement en zone libre. J'étais arrêté entre-temps à la ligne de démarcation, j'avais des sous-papiers, ça marchait. J'ai réussi finalement au bout d'1 mois à regagner Clermont-Ferrand, où se trouvait mon frère et mon cousin, qui tous les deux étaient démobilisés parce qu'ils avaient été volontaires. Et arrivé à Clermont-Ferrand, j'ai appris que mon père était arrêté. Et puis ensuite, ma mère arrêtée également. Convoi 12 et convoi 46. Et puis on a essayé de survivre jusqu'au moment où il y a eu le débarquement en Afrique du Nord. Les Alliés ont débarqué à Casablanca le 8 novembre 1942. Alors là, on a décidé tous de rejoindre les forces françaises libres. Il fallait d'abord traverser les Pyrénées, passer en Espagne, faire les prisons espagnoles, qui n'était pas un cadeau, et pour en fin de compte arriver à Barcelone, faire partie du convoi qui nous amenait au Portugal, puis ensuite à Casablanca, au Maroc. Et de là, l'Algérie, la Tunisie, l'embarquement à Bizerte pour la campagne d'Italie. Nous avons perdu beaucoup d'hommes. Et ensuite, on est retourné en arrière, dans la pointe de la botte. Et on a fait le débarquement en France et la campagne de France. Et je peux dire que dans les forces françaises libres, dans la première division française libre où j'étais, j'ai rencontré pas mal de copains juifs, notamment de la place des Vosges et du square du Temple, qui étaient là et on s'est reconnus. Et on avait presque tous repris nos vrais noms. Parce qu'évidemment, si on a pu nous évader, on n'avait pas nos vrais noms et notre véritable identité. Mais malheureusement, à la Libération, plus de parents, plus d'appartements, plus d'ombre, plus de temps, plus rien. Mais la vie était là, on a continué. Et on a repris courage. On ne s'était déjà pas dégonflé pour aller se battre. On a continué à se battre pour survivre et faire une famille. Et voilà, maintenant je suis là. Alors, maintenant je vais laisser la parole à quelqu'un qui est très important dans notre association. C'est un petit peu notre fer de lance. C'est notre ami Marcel Steinberg, qui a eu son père, Michel Steinberg, déporté dans le convoi 6. Bonsoir les amis, parce que tout le monde me connaît. Je voudrais vous remercier d'être là. Je voudrais remercier tous ceux qui sont à la tribune, qui ont été à ce que ce livre sorte. Je voudrais remercier Serge Klarsfeld qui est venu, qui est parti maintenant, à qui on doit beaucoup, à qui moi je dois beaucoup. Si j'ai fait une partie de mon deuil, c'est grâce à Serge Klarsfeld. Quand j'ai ouvert le livre du mémorial en 1978, enfin je l'ai ouvert en 1981, j'ai vu le nom du père, ma mère, mon frère, mes cousins, mes cousines. Mes parents, moi, ils étaient nés à Kaluchyn, en Pologne, à l'est de Varsovie. Ils se sont mariés en 1933 à Varsovie. 15 jours après, ils avaient un passeport, ils venaient en France, croyant les pays des droits de l'homme, de la liberté. Mon frère aîné, Louis de Saint-Onge,
fréquenté l'école de la rue des Quatre Fils, dans le 3e. Un jour, un billet vert est arrivé, 14 mai 41. Le père qui n'avait rien à se reprocher, qui voulait s'intégrer en France, s'est présenté au commissariat, et ça a été le piège. Il s'est retrouvé à Beaune-la-Rolande, parmi 3700 autres qui avaient été piégés en même temps. Et j'ai eu la chance de lui rendre visite avec mon frère. Il avait été volontaire pour aller dans une des fermes de Beaune-la-Rolande, enfin des environs, qui s'appelait la Matelote. Et il est même venu en permission à la maison. Il y a eu un conseil de famille, il y a eu un avocat qui est venu pour le dissuader de retourner, mais il dit mais où je vais aller? Et j'ai promis aux copains de revenir, et il est retourné. Il est retourné à la Matelote. Le 13 juillet 1942, ils sont rapatriés. La quasi-majorité des gens qui étaient dans les fermes et dans les camps sont rapatriés à Pithiviers pour partir par ce fameux convoi numéro 6. Il est donc parti par ce fameux convoi le 17 juillet, arrivé le 19 juillet à Auschwitz, où il survivra à peu près 5 semaines. Il est mort, d'après les documents que j'ai pu trouver, le 24 août 1942. Je me souviens, un ami